Je vais vous parler de la cryoablation des tumeurs desmoïdes, ainsi que de la physiopathologie, de la technique et du rationnel scientifique qui nous a poussé dans ces dernières années à proposer la cryothérapie de plus en plus. Et on verra enfin que probablement cette thérapie, il a pas mal de chances de devenir une thérapie de première ligne pour les tumeurs desmoïdes. Donc, tout d'abord, c'est quoi une tumeur desmoïde? C'est une prolifération clonale des fibroblastes dans les tissus mous, avec une croissance plutôt infiltrative. Donc, c'est une tumeur qui a une forte tendance à donner des récidives au niveau local, mais il n'y a aucun potentiel de métastases. Donc, en fait, c'est des tumeurs qui donnent des symptômes au niveau local, souvent avec un effet masse. Parfois sont multifocaux, mais il n'y a pas de potentiel métastatique. Donc, il s'agit d'une pathologie globalement très rare. En fait, on a environ 5-6 cas par 1 million d'habitants. Donc, ça représente le 3% des tissus mous et ça concerne une population très, très jeune. Dans le 90% des cas, il s'agit des tumeurs sporadiques. Donc, en fait, c'est des tumeurs qui n'ont aucune corrélation avec des autres symptômes. Donc, ça ne vient pas dans le cadre d'un syndrome familial. Et en fait, les tumeurs familiales, on les retrouve dans le 5-10% des cas et il y a une grosse différence entre les tumeurs sporadiques et les tumeurs familiales, les desmoïdes dans le cadre d'un syndrome familial, parce qu'en fait, les sporadiques, on a plutôt des localisations extra-abdominales, donc surtout au niveau des membres inférieurs, au niveau de la paroi thoracique ou de la paroi abdominale. Par contre, les tumeurs desmoïdes dans le cadre des syndromes familiales sont plutôt des tumeurs qui ont une localisation intra-abdominale ou mésentérique. Et d'un point de vue génétique, en fait, il s'agit de deux pathologies différentes parce que dans les tumeurs familiales, on a typiquement une mutation du gène APC. Par contre, dans les tumeurs sporadiques, on a plutôt une mutation de la bêta-caténine. Donc, en fait, c'est deux entités complètement différentes d'un point de vue clinique et génétique. La clinique est très simple. En fait, on a un effet masse dans la plupart des cas, donc avec des douleurs, des inesthétismes, des problèmes en fait psychologiques. Et donc, en fait, on les traite plutôt pour ce type de problèmes plutôt que par rapport en fait à leur potentiel métastatique qui est pratiquement nul. Le diagnostic, en fait, on a un diagnostic qui porte bien sur l'imagerie, où on retrouve souvent des masses avec des marges plus ou moins définies. Il s'agit des tumeurs hypervasculaires, donc on a une prise de contraste artériel. La biopsie percutanée est, dans la plupart des cas, nécessaire pour confirmer en fait qu'il s'agit bien des tumeurs desmoïdes parce qu'on a besoin de faire le marquage génétique et souvent on a une histoire des traumatismes qui précède en fait le développement de la maladie. Et là, on voit un cas, par exemple, ici, cet patient, il avait eu un drame thoracique à cause d'un pneumothorax quelques années auparavant. Et en fait, sur le site des cicatrices, là où le drame il était passé, en fait, il a développé ensuite la tumeur desmoïde. C'est la raison pour laquelle, en fait, la chirurgie qui était thérapie de première ligne, elle est de plus en plus limitée aujourd'hui parce qu'en fait, ça peut favoriser les récidives locales après la résection chirurgicale. Donc, l'IRM est très importante parce qu'en fait, ça nous permet de faire le diagnostic et quand même d'hypothéser en fait qu'il s'agit d'un tumeur desmoïde. Et surtout, c'est très intéressant parce qu'on a besoin de l'IRM avec les critères MRCIST pour évaluer en fait le résultat après cryothérapie. Parce que comme pour toutes les tumeurs, après ablation, on recherche en fait la dévascularisation complète et l'absence de la croissance de la zone d'ablation. Alors, l'évolution clinique est très particulière parce qu'en fait, on a le 30% de cette lésion qui soit n'évolue pas, soit en fait, ils ont une régression spontanée. Donc, aujourd'hui, pour cette raison, en fait, dans la plupart des cas, après le diagnostic, on ne fait rien, on observe plutôt et on traite ces patients juste s'ils ont une évolution des symptômes ou de l'effet masse. Parce qu'en fait, un tiers de ces cas, de manière totalement spontanée, ils vont régresser tout seuls. Donc, en fait, il ne faut pas se précipiter avec une thérapie. Alors, aujourd'hui, la place de la radiologie interventionnelle est en train de s'accroître dans ce domaine,
mais c'est quelque chose qui, en fait, c'est venu vraiment dans les derniers mois parce que ça, c'était les recommandations de l'ESMO sur la prise en charge des sarcomes et des lésions des tissus mous. Et en fait, ça date, je pense, de 2017, je pense. Et vous voyez qu'en fait, il n'y avait pas, en fait, la radiologie interventionnelle et la cryothérapie, ils n'étaient pas encore mentionnés dans la prise en charge. C'était plutôt des traitements, en fait, à proposer dans le cadre des études. Donc, en fait, ce n'était pas des traitements proposés dans la première ligne. Alors, pourquoi aujourd'hui on utilise la cryothérapie et pourquoi en fait cette technique est en train de gagner sa place dans la prise en charge des traitements des tumeurs desmoïdes? Déjà parce que c'est une technique d'ablation percutanée qui nous permet en fait de traiter des larges tumeurs et on sait bien que suivant ces tumeurs, quand ils arrivent à notre attention, ils font en taille 6, 7, 10 cm. Donc en fait, on a besoin d'une technique d'ablation qui nous permet des larges volumes d'ablation. Et on sait qu'en fait, avec la cryothérapie, grâce à la technique multiprobe, on arrive en fait à avoir des larges nécroses, comme on le voit ici dans cette tumeur desmoïde de la région fessière. En plus, parfois, ces tumeurs desmoïdes ils n'ont pas des marges claires et nettes. Parfois, ils ont plutôt un aspect infiltratif. Et donc, en fait, c'est une raison de plus pour accroître en fait la zone d'ablation et viser des marges très, très larges. Et donc, en fait, la zone d'ablation avec la cryothérapie, on sait très bien qu'on peut vraiment l'adapter à la morphologie et à la taille en fait de la tumeur. Donc ça, c'est très important, surtout quand on a des desmoïdes avec des marges mal délimitées. Et en plus, on peut bien visualiser la zone d'ablation, surtout avec le guidage scanographique et IRM. Et donc, en fait, on a un retour en temps réel de notre geste. Donc, en fait, on voit bien, on contrôle bien de manière optimale pendant le geste la zone d'ablation. Et en plus, il y a une possibilité qui n'est pas encore totalement confirmée, mais en fait, c'est évoqué une possibilité des réponses cryo-immunostimulées. Donc, en fait, quelqu'un il a évoqué la possibilité que la cryothérapie peut initier en fait un largage d'antigènes et ensuite stimuler en fait le système immunitaire pour augmenter la réponse contre les tumeurs desmoïdes. Mais encore, on n'a pas comment dire, une preuve scientifique de ça. Donc, les indications pour la cryoablation aujourd'hui, c'est le traitement des tumeurs desmoïdes biopsiées. Donc, on doit avoir une preuve histologique et on les traite quand ils sont symptomatiques ou quand ils montrent une augmentation des tailles après échec ou intolérance d'au moins 2 lignes de traitement systémique. On traite seulement les tumeurs sporadiques avec une localisation extra-abdominale. Et donc, en fait, aujourd'hui, la cryothérapie peut être proposée comme une espèce d'alternative à la radiothérapie et à la chirurgie, qui, en fait, on a vu, la chirurgie n'est pas trop intéressante parce que ça peut favoriser les récidives locales. Il a une morbidité post-op très importante et de même pour la radiothérapie. Donc, en fait, la cryothérapie représente bien une bonne alternative à ces deux types de traitements. Comment on fait le geste? Suivant, en fait, c'est des gestes très longs avec plusieurs aiguilles. Donc, on a besoin d'une anesthésie générale. Parfois, on ajoute aussi des blocs nerveux périphériques pour augmenter l'analgésie post-op. Et le guidage scanographique et IRM est incontournable parce qu'en fait, on a besoin vraiment de monitorer pendant le geste la zone d'ablation. Le guidage échographique, on peut l'utiliser, mais c'est surtout pour nous aider à positionner les aiguilles plutôt que pour visualiser en fait et monitorer l'ice ball parce qu'on sait bien qu'en fait on a du mal à voir au-delà de la surface de l'ice ball avec les ultrasons une fois que l'ice ball est bien constitué. Donc la technique, il faut espacer les cryoprobes d'environ 2 cm. L'un de l'autre. Et en fait, il faut laisser 1 centimètre entre les cryoprobes les plus externes et les berges de la tumeur. Comme on a vu tout à l'heure, si on a des desmoïdes avec des berges mal délimitées, il faut bien penser à déployer les cryosondes de manière, entre guillemets, non géométrique afin d'assurer en fait une couverture complète aussi des zones qui
sont mal délimités. Et donc là, vous voyez en fait comment on peut vraiment, il faut vraiment penser bien à la géométrie des départs de la tumeur et reproduire en fait le positionnement des aiguilles, des cryosondes pour couvrir entièrement la tumeur. Parfois, on peut avoir des complications parce qu'en fait, c'est des tumeurs très sclérotiques, en fait, très rigides, très dures. Et donc là, par exemple, suite à ces gestes des cryothérapies de cet énorme desmoïde, en fait, quand on a essayé de retirer un des sondes, en fait, l'aiguille avait cassé des dents. Et donc, on a été obligé d'aller le chercher avec un système de biopsie coaxiale très large. Donc, en fait, pour vous dire que c'est quand même des gestes qui sont très challenging. En fait, il faut une certaine expérience pour se lancer dessus. Car les zones d'ablation sont très larges, il faut aussi bien envisager une protection généreuse de toutes les structures avoisinantes qui ne sont pas censées être touchées par la cryothérapie. Et donc, en fait, il ne faut pas hésiter à mettre en place toutes les techniques possibles d'ablation. Dans la plupart des cas, on s'en sort avec de l'hydrodissection, mais ça dépend de la localisation des lésions. Parfois, on a besoin même des techniques un peu plus avancées, comme l'électrostimulation ou les potentiels évoqués. Il faut bien penser à protéger la peau parce que très souvent, en fait, ces lésions sont superficielles ou sous-cutanées. Donc, en fait, la peau, c'est un des organes en fait, qui est plus à risque. Et donc, il faut bien penser à la protéger. Et toutes les techniques en fait, des protections que je viens de vous mentionner en fait, sont bien résumées dans ces deux revues de la littérature. Qui, en fait, et donc, en fait, je vous invite à vous plonger dedans pour y connaître un peu plus. Donc là, on voit par exemple ces desmoïdes de la région fessière, donc le sciatique qui était très proche. Donc vous voyez comme l'hydrodissection en fait nous a bien permis d'écarter le nerf et de le réchauffer de manière continue pendant le geste. Donc là, vous voyez en coronal le sciatique et la cryo, l'ice-ball qui arrive très proche, mais en fait ne touche pas le nerf. Parfois, quand on a des desmoïdes de la paroi abdominale, donc en fait pour protéger l'intestin, en fait, donc on peut bien se servir de la carbodissection parce qu'en fait, la lésion est antidéclive par rapport à les structures à risque, donc à l'intestin. Et donc, en fait, la carbodissection avec un pneumopéritoine nous permet en fait d'éloigner bien les structures à protéger. Le seul désavantage de la carbodissection par rapport à l'hydrodissection, c'est qu'en fait, le CO2 est rapidement résorbé par l'organisme. Donc, en fait, on est obligé de refournir en continu en fait, le péritoine, donc d'alimenter ces pneumopéritoines pour garder à distance en fait, les zones à risque. Donc, dans les premiers jours après la cryothérapie, bien évidemment, à cause de cette zone d'ablation très large, on a souvent des douleurs qui sont plus importantes avec une édème bien important. Donc, il faut bien rassurer le patient parce qu'en fait, c'est des symptômes transitoires qui vont se résoudre spontanément dans l'espace de quelques semaines. Et ensuite, en fait, à partir du premier mois, on commence en fait, comme pour toutes les autres tumeurs, un monitoring par imagerie. Et donc, en fait, on a besoin de l'IRM injecté avec des séquences en subtraction pour bien être sûr en fait, de n'avoir pas laissé derrière des morceaux de tumeur. Et donc, en fait, pour bien être sûr en fait, d'avoir obtenu une ablation complète. Et si sur l'IRM de contrôle, vous notez des résidus tumoraux ou des récidives, il ne faut pas se précipiter tout de suite avec des nouvelles IRM parce qu'en fait, on y va à nouveau juste si ces résidus ou ces récidives montrent une augmentation des tailles ou si le patient redevient symptomatique. Donc là, vous voyez en fait un exemple. En fait, ce type de patient, il était traité bien évidemment pas avec un but curatif à 100%. On essayait juste de réduire l'effet masse et donc de permettre en fait au patient en fait de récupérer le bon usage des samans. Alors, quels sont les résultats présents jusqu'à présent dans la littérature? On n'a pas trop de résultats. On a
On est content, en fait, la première étude en fait, qui a un peu marqué le pas sur ce type de traitements a eu une origine française. Donc, en fait, c'était une étude qui vient d'être publiée et qui montre, en fait, que la cryothérapie est très efficace dans ce type de tumeurs parce qu'on a un local progression free survival à 85%, 12 mois après l'ablation. Et donc, en fait, c'est la première étude qui montre sur une population très large l'efficacité de ces traitements. Et grâce à cette étude, en fait, on est rentré aujourd'hui dans les guidelines de l'ESMO, donc la Société européenne d'oncologie médicale, qui reconnaît en fait la place pour la cryothérapie pour les tumeurs desmoïdes. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut bien continuer sur cette voie parce qu'en fait, avec une nouvelle étude, probablement qui démarrera bientôt, alors attendez, avec cette nouvelle étude qui démarrera bientôt en France, on va comparer en fait la cryothérapie à la thérapie médicale, donc au traitement systémique qui aujourd'hui est la thérapie de première ligne. Et en fait, avec cette étude randomisée, si on prouve qu'effectivement la progression free survival de la cryothérapie est supérieure à celle du traitement systémique, là, en fait, on ne sera pas seulement dans les guidelines de la Société d'oncologie médicale européenne, mais probablement on deviendra thérapie de première ligne. Donc, la cryothérapie sera thérapie de première ligne dans cette guidelines pour les tumeurs desmoïdes. La chose qu'en fait, il nous a montré pourquoi c'est intéressant de devenir thérapie de première ligne, parce qu'en fait, dans l'étude CRYO-DESMO-1, on avait montré qu'en fait, on a des très bons local progression free survival, mais la taille initiale de la tumeur qu'on traite, elle est très importante, souvent elle est au-delà des 6, 7, 10 cm. Et donc, en fait, si vous regardez en termes de réponse complète, on n'est pas si bon. Donc, en fait, pourquoi? Parce qu'on récupère ces tumeurs après échec d'au moins 2 lignes de thérapie systémique. Donc, si on arrivait à montrer qu'en fait, on est au moins aussi bon que le traitement systémique, et donc si on arrivait à récupérer, à traiter ces tumeurs dans une phase plus précoce, donc quand ils font une taille plus petite, probablement on arrivera à avoir des taux de réponse complète plus importants, et aussi le taux de complications qui dans CRYO-DESMO-1 était important, probablement sera aussi réduit, et donc en fait on aura des meilleurs taux de contrôle local avec une morbidité post-op moins importante. Donc, pour conclure, la cryo est le traitement local actuellement le plus prometteur pour les tumeurs desmoïdes. Il faut le proposer pour les tumeurs sporadiques extra-abdominaux après échec des 2 lignes de traitement systémique, si le patient est symptomatique ou si la tumeur montre une augmentation des tailles. C'est un traitement a priori un peu compliqué, qui est challenging parce que souvent on traite des tumeurs très larges avec plusieurs aiguilles et on a besoin en fait de suivre en fait le résultat de notre biopsie, de notre cryothérapie par imagerie à travers l'IRM. Si CRYO-DESMO 2 nous montrera une efficacité, ça veut dire en fait des taux de contrôle local meilleurs que le traitement systémique, probablement la cryothérapie deviendra thérapie des premières lignes. Merci pour votre attention. Donc, merci beaucoup Gigi pour ce topo très complet. Alors maintenant, on va passer la parole à Philippe Chamas, qui est interne dans notre service, qui va reprendre un petit peu aussi tout l'aspect technique de la cryoablation dans les tumeurs desmoïdes. Excusez-moi. Je vous repartage l'écran et il va pouvoir commencer. Très bien, donc merci Pierre-Alexis pour cette petite introduction. Donc moi je vais parler un peu plus de tous les côtés matériels, guidage et technique. Il y aura quelques slides qui seront redondantes avec celles du docteur Casato, j'irai un peu plus vite dessus.
Donc, le petit rappel sur les tumeurs desmoïdes, à quoi ça ressemble, de quoi on parle. Donc, Gigi en a déjà parlé, donc ça, je ne vais pas m'attarder. Ça, c'était les différentes localisations. Donc là, on peut voir qu'il y avait surtout trois sites préférentiels, donc l'abdominal pariétal, l'abdominal profond, où ça peut venir sur le mésentère, et l'extra-abdominal avec deux sites préférentiels, à savoir la paroi thoracique et la ceinture scapulo-humérale. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la cryoablation, comment ça marche, comment on fait. Donc, un petit rappel sur les différentes techniques d'ablation tumorale qui sont disponibles. Donc, on a d'abord tout ce qui est non thermique avec la curithérapie, la photodynamique, l'électroporation. Ensuite, l'autre branche avec les méthodes thermiques, donc par le chaud avec le micro-ondes, la radiofréquence, le laser interstitiel et les ultrasons focalisés. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on utilise pour les tumeurs desmoïdes, c'est l'ablation par le froid avec la cryothérapie. Donc, un peu de physique maintenant, le fondement de la cryoablation, donc, ça repose sur l'effet Joule-Thomson, qui dit globalement que lorsqu'on va décomprimer un gaz, on va générer des changements de température. Donc, avec l'argon notamment, ça va entraîner une chute jusqu'à moins 185 degrés Celsius. Donc, le gaz va être relargué à haute pression dans une chambre d'expansion qui va se situer à la distalité de la sonde de cryoablation. Et c'est à cette pointe-là que l'ice ball, le glaçon, va du coup se former. On a également un autre gaz qu'on va pouvoir utiliser, à savoir l'hélium, qui, lui, quand on va le projeter au bout de la sonde dans la chambre d'expansion, va augmenter la température jusqu'à 33 degrés Celsius. Donc là, sur l'image de droite, comme vous pouvez voir, en fait, la température au niveau du glaçon va se répartir selon un gradient. Donc au contact de la sonde, on va être à moins 40 degrés. Et à la partie la plus éloignée, on sera plutôt à 0 degrés Celsius. Donc la cryoablation, elle va fonctionner via deux mécanismes lésionnels principaux. Donc pour commencer, on a les lésions cellulaires. Donc, sur l'image la plus à gauche, quand on va commencer la congélation, la glace va d'abord se former dans l'espace extracellulaire. Ça va entraîner un mouvement d'eau, du mouvement intra vers l'extracellulaire, ça va la déshydrater. Ensuite, quand on arrivera à moins 15 degrés Celsius, la glace va commencer à se former en intracellulaire. Donc, ça va générer des dégâts à l'intérieur de la cellule tumorale et ça va également endommager la membrane cellulaire. Ensuite, quand on va commencer à faire le premier cycle de décongélation, la glace va d'abord fondre en extracellulaire, puis en intracellulaire. Ça va entraîner encore des mouvements d'eau, mais cette fois vers le mouvement intracellulaire. Et à terme, du coup, on aura une lésion, des dégâts qui vont se faire sur toute la cellule et notamment sa membrane. L'autre penchant, du coup, l'autre mécanisme lésionnel, c'est plus au niveau vasculaire. Donc, quand les micro-vaisseaux vont être touchés par le glaçon, on va avoir une augmentation de la viscosité au sein des vaisseaux. Ça va générer des dégâts endothéliaux et il va y avoir formation de microthrombus, ce qui va, en plus de l'effet cellulaire, générer une ischémie qui va augmenter la mort cellulaire. Donc maintenant, excusez-moi, la partie technique. Donc, comme le docteur Casato a dit, c'est vraiment des procédures à faire sous anesthésie générale parce que ça peut être très long en fonction de la taille de la lésion. C'est douloureux et on peut compléter par des blocs nerveux périphériques. Ensuite, le guidage. Donc, on va utiliser des sondes superficielles, notamment pour vérifier l'extension à la peau. Et de l'autre côté, on utilisera le scanner IRM pour le positionnement précis des sondes, la visualisation du glaçon complète et de la dissection. Quand on va démarrer le geste, l'objectif principal, c'est vraiment d'avoir une ablation qui soit complète. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des températures qui sont différentes en fonction de la partie proche ou plus ou moins proche du glaçon. Donc, on va essayer de couvrir au maximum la lésion par la zone qui est à moins 40 degrés Celsius. Donc, une fois qu'on a prévu tout ça, ça va nous permettre d'anticiper le nombre, le type et le positionnement des sondes. Effectivement, on a différents types de sondes
qui vont permettre de générer des glaçons de tailles différentes. Donc, la mise en place, comme le docteur Casato l'a dit tout à l'heure, donc on a une sorte de triangulation à réaliser avec 2 cm entre chaque sonde et au moins 1 cm d'écart entre la partie périphérique du glaçon et les sondes les plus distales. Donc, une fois qu'on a anticipé tout ça, que sur le scanner et l'IRM, on a réalisé notre programmation, on va pouvoir reporter sur la peau, faire nos petites croix pour anticiper nos points d'entrée. Et puis après, sur la lésion, on va réaliser cette triangulation. Donc, comme dit, que la lésion soit ronde, ovalaire comme à gauche ou qu'elle soit un peu plus lobulée comme sur la droite, on peut dans tous les cas s'adapter et réussir à congeler toute la lésion. Donc, l'autre partie qui est importante à anticiper, c'est la protection des organes de voisinage. Donc, pour commencer, la peau. Quand on est en IRM, les cryosondes ne sont pas isolées sur toute leur longueur, donc il est important de mettre un gant rempli d'eau chaude pour protéger la peau immédiatement au point d'entrée. Ensuite, on a une autre technique qui va consister au monitoring nerveux. Donc là, j'ai une petite vidéo normalement. Donc là, en fait, ça consiste à appliquer un influx nerveux et à vérifier qu'on va bien avoir une réponse motrice sur le muscle. Donc là, comme vous pouviez le voir, ça consistait en une contraction du quadriceps. Et là, juste sous le champ opératoire, on va avoir une dorsiflexion du pied. Donc le principe, c'est que si le glaçon commence à entrer en contact avec le nerf, il va y avoir un ralentissement de la réponse motrice. Et du coup, si on voit qu'on commence à perdre les contractions, on arrête tout de suite la congélation. Ensuite, l'hydrodissection, donc là, la même image que le docteur Casato vous avez montré tout à l'heure, juste ici, en haut à gauche, où on peut réaliser une dissection pour protéger les paquets vasculo-nerveux, et notamment le nerf sciatique. Ensuite, à droite, là, on a la carbodissection. Donc ça, c'est notamment intéressant pour les lésions au niveau de la paroi abdominale antérieure. On va pouvoir séparer le glaçon du contenu abdominal, à savoir le système digestif. Là, je vous ai remis une petite vidéo où on voit en échographie la progression en direct de l'hydrodissection. Donc là, on peut voir la progression de l'aiguille et également l'augmentation en taille de la zone disséquée. Ensuite, la cryothérapie. Donc, une fois qu'on a tout préparé, tout anticipé, mis les aiguilles en place, qu'on a disséqué les structures qu'on voulait préserver, on va pouvoir commencer. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec les effets cellulaires, donc on fait d'abord un premier cycle de congélation de 10 minutes. Une fois que celui-ci est fait, qu'on a fait les premiers dégâts au niveau des cellules tumorales, on fait un premier cycle de décongélation de 10 minutes avec 8 minutes en passif et 2 minutes en actif. Une fois que cette étape est faite, on va refaire un deuxième cycle de congélation et là, on aura une bonne mort cellulaire à la fin. Voilà, donc maintenant que j'ai un peu plus détaillé la technique, le matériel et le guidage, je vais vous présenter quelques cas cliniques. Donc, on va commencer avec Madame J. Donc, elle, c'est un cas un peu historique. C'est la première cryothérapie de desmoïde du service. Donc, elle, comme vous pouvez voir, on a cette volumineuse lésion paravertébrale qui est à l'origine d'une gibbosité douloureuse et d'une limitation de rotation. Chez elle, la chirurgie aurait été très délabrante et la radiothérapie aurait été lourde en conséquence du fait de la proximité de la moelle épinière. Donc, il a été décidé de réaliser chez elle une cryothérapie qui a été faite du coup en 2 temps. On a commencé par la portion supérieure en IRM, comme vous pouvez voir juste ici, sur ces 2 images. Donc là, sur la première, avec le positionnement des aiguilles, et sur le deuxième, avec le glaçon là, qui en assignale. Ensuite, dans un second temps, on a fait la cryothérapie sous scanner pour la partie la plus inférieure. Comme vous pouvez voir, à 3 mois sur le contrôle IRM, on a une bonne nécrose centrale et avec un résultat qui est vraiment joli à 2 ans, avec une disparition quasiment complète de la lésion. Deuxième cas, donc Madame G, 69 ans, qui se présente, elle, avec cette volumineuse tumeur desmoïde latéro-cervicale. Donc, chez elle, c'était à l'origine d'une dysphagie, d'un torticolis. Donc, on a réalisé chez elle la cryothérapie au scanner. Donc, là, vous pouvez voir les différentes étapes avec, dans un premier temps, le positionnement des sondes, ensuite la formation du glaçon
Et là, sur cette vue coronale, les différents positionnements des sondes avec toujours cette triangulation dont on parlait. Là, le résultat à 1 an, tout à droite, avec une très bonne régression en taille de la masse et cliniquement, Madame G qui retrouve le sourire. Ensuite, ça c'est un cas que Dr Casato avait déjà montré avec cette lésion au niveau de l'éminence sténare, au niveau de la main. Donc, on voit là en préopératoire la masse ici, ensuite la cryothérapie qu'on a fait sous IRM, une bonne régression à 1 mois et encore plus flagrante à 6 mois, même si les résultats comme ça, d'un point de vue iconographique, n'a pas l'air complet, d'un point de vue clinique, on est satisfait. Donc là maintenant, je vais vous présenter 2 autres cas qui ont été un petit peu plus compliqués. Donc là, c'est Monsieur G, 72 ans. Donc on a cette volumineuse masse qui fait 13 cm dans le plan axial pour quasiment 20 cm de hauteur. Donc là, chez lui, il y a eu besoin de quasiment une quinzaine de sondes. Donc pour limiter encore le nombre de sondes utilisées, on a décidé de réaliser dans un premier temps une congélation de sa partie la plus médiale. Et ensuite, dans un second temps, avec un retrait partiel des aiguilles, on a congelé la partie la plus latérale. Donc là, ce que vous voyez sur cette image plus à droite, c'est le résultat en post-op immédiat avec quasiment l'ensemble de la lésion qui a été congelée. Là, tous les petits points noirs que vous voyez, en fait, c'est le trajet des aiguilles qui ont été retirées et qui restent encore visibles. Donc, ce qui s'est passé malheureusement chez lui, c'est que le patient se plaint de douleurs abdominales 4 jours après la cryothérapie. Et un scanner a été réalisé, on trouve un syndrome occlusif. Donc là, on a ces anses grêles qui sont dilatées ici. Et en fait, on a une zone de transition juste là en arrière de la lésion. Et en fait, ça a été provoqué juste après la cryothérapie. En fait, le glaçon est venu s'accoler contre l'anse grêle et ça a entraîné donc une petite sténose digestive qui, à terme, sur le 2e scanner à 13 jours, a fistulisé donc, entre le tube digestif et la lésion, puis à la peau. Donc, le patient a dû avoir quelques drainages. Donc là, comme vous pouvez voir sur ces 2 images en dessous, on voit quand même à 6 mois que le contenu de la cavité nécrotique a bien diminué. Et au final, à 1 an, avec toujours un drain, on voit que la lésion a très bien régressé. Donc, d'un côté, ça c'est compliqué, mais le fait qu'on ait drainé la collection a fait qu'on a un résultat très satisfaisant. Le patient bénéficiait d'un rétablissement de la continuité au niveau digestif. Donc ensuite, un autre cas, celui de Monsieur E, 64 ans, avec cette importante tumeur desmoïde au niveau de l'épaule. Donc la lésion était tellement importante chez lui qu'il a été réalisé dans un premier temps, avant la cryothérapie, une embolisation. Donc là, on a les 2 images de l'artériographie avant et après, avec un bon aspect de dévascularisation. Ensuite, les 2 images de droite de la cryothérapie, donc celle du dessus, après formation du glaçon, et celle du dessous, on voit le nombre de sondes qui est relativement important. Donc, ce qui s'est passé chez lui tout de suite après, c'est qu'en fait, il y a eu de la nécrose cutanée. Donc là, c'est toute cette plaque noire totalement dévascularisée. Le patient a bénéficié d'une nécrosectomie chirurgicale. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a le résidu tumoral a été réséqué en même temps. Le patient a été ensuite laissé en cicatrisation libre et à 6 mois, on a au final quand même un résultat qui est très satisfaisant avec une cicatrice qui est plutôt propre et une très bonne régression de la lésion. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais céder la parole au Dr Caudrelier et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Philippe pour ce topo très intéressant qui nous permet de montrer tous les bénéfices qu'on peut avoir sur la cryothérapie des tumeurs desmoïdes, mais aussi les risques qu'on peut avoir quand on pratique ce genre de traitement avec les 2 derniers cas. Donc on va continuer par un autre topo par le docteur Caudrelier qui est PH dans le service sur quelque chose qui est aussi tout important et qui est plus sur les indications de traitement des tumeurs desmoïdes. Alors Jean, je te laisse la parole.
Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, c'est bien, moi, ça va me permettre de faire la jonction avec tout ce qui a été dit précédemment sur les recommandations actuelles et futures. Alors, Gigi Casato, vous avez parlé des recommandations de l'ESMO, les guidelines. Moi, je vais vous montrer finalement comment ça a pu évoluer aussi dans certaines sociétés savantes, comme ici, un algorithme qui est un peu plus détaillé finalement sur la prise en charge des tumeurs desmoïdes. Donc ça, c'est extrait d'une mise au point qui a été faite en 2021 sur la Société nationale française de gastro-entérologie. Et ça va permettre d'illustrer certaines choses. La première chose, lorsqu'on veut comprendre un petit peu le présent et puis ensuite les enjeux futurs, c'est de se tourner un petit peu vers le passé. Ça, c'est issu d'une thèse en 2011 d'oncologie sur un arbre décisionnel et la prise en charge finalement des tumeurs desmoïdes en 2011. Finalement, ce que l'on voit, c'est qu'on a finalement la chirurgie qui est mise entre guillemets en avant, c'est-à-dire la possibilité ou non de resséquer une tumeur avec des marges saines, ce qui était très important. Lorsque c'était possible sur des localisations pariétales et lorsqu'on pensait être en R0, finalement, on privilégiait la chirurgie. Évidemment, pour tout ce qui était tumeurs non ressécables ou certaines localisations comme au niveau des membres, il y avait une surveillance qui était mise en place ou un traitement médical. Finalement, ce que l'on retrouve à l'heure actuelle et ce qui a beaucoup évolué à l'heure actuelle, c'est qu'on s'est rendu compte, alors à l'époque, dans les articles, on parlait éventuellement, on le faisait remarquer, mais globalement, ça ne changeait pas forcément la prise en charge. En pratique, c'est la possibilité d'avoir une régression tumorale, mais surtout une stabilisation tumorale. Cette stabilisation tumorale, elle survenait habituellement dans les 24 mois, suivant le diagnostic. Avec des tumeurs qui n'évoluaient plus au bout de 36 mois. Cette surveillance active, on la retrouve dans de nombreux articles, mais simplement, ce n'était pas assez défini pour savoir à quel rythme il fallait surveiller ces tumeurs desmoïdes. Maintenant, on a défini qu'il faut faire une surveillance active très rapprochée avec une IRM à 1, 2 mois, puis 3 mois, puis ensuite 6 mois pendant 2 ans. Et on considère une progression, on ne se lance pas directement sur les traitements, on attend d'abord de voir 2 à 3 examens consécutifs qui nous prouvent qu'il y a bien une évolution, une progression de cette tumeur-là. Donc c'est une attitude très attentiste parce qu'on laisse la possibilité à la tumeur de se stabiliser. Alors évidemment, il y a des tumeurs qui vont progresser, il y a des tumeurs qui vont devenir symptomatiques. Lorsqu'elles ne progressent pas, on peut se contenter d'une surveillance clinique à 12 mois et effectivement, il y a très peu de chances qu'elles progressent au-delà de 36 mois. L'autre élément, c'était la prise en charge des tumeurs desmoïdes lorsqu'il y avait une rechute ou lorsqu'il y avait une progression. Alors, une rechute après chirurgie, finalement, on voit qu'on pouvait essentiellement mettre le traitement. Ça me gêne un petit peu le fait qu'il y ait des éléments sur le côté. On peut enlever sur. Je ne sais pas si tu peux. Merci. On voit finalement qu'on proposait la cryoablation uniquement lorsqu'on avait une progression après chirurgie et lorsqu'on avait mis en place déjà 2 traitements médicaux, 2 lignes de traitement médicaux, INS, puis ensuite chimiothérapie. On voit à l'heure actuelle qu'après une phase de surveillance, lorsqu'on a une progression, et notamment dans les localisations abdominales pariétales, maintenant, plus facilement et de manière plus précoce, on voit apparaître la cryothérapie dans les possibilités thérapeutiques en fonction de la taille tumorale et en fonction également de la progression si on a mis un traitement médical en place. Donc, ce qui est nouveau, c'est l'apparition de cette cryothérapie maintenant dans ces arbres décisionnels. Les recommandations de l'ESMO, effectivement, montrent que sur une progression, eh bien, on peut, dans un premier temps, être très attentif, particulièrement vigilant sur la progression, mais on se laisse encore une chance d'une stabilisation. Et puis, si on a une progression, eh bien, on peut mettre des traitements systémiques
ou on peut effectuer un traitement local par cryothérapie percutanée, notamment sur les formes extra-abdominales. Donc, ça apparaît maintenant et ça peut être discuté en RCP. Alors, pour toutes les autres localisations, notamment au niveau des membres, à partir du moment où on a un traitement médical de première intention qui ne fonctionne pas, puis un deuxième traitement, on peut discuter une cryothérapie. Ça, c'est à l'heure actuelle, c'est acté. Alors, quel futur pour le traitement des tumeurs desmoïdes? Alors, le futur, c'est prédire. Il faut voir qu'on a ces traitements ablatifs, on a les traitements médicaux, mais ce qui est important, c'est aussi tout ce qui est recherche fondamentale, qui permet d'identifier à la fois des critères cliniques, histologiques, moléculaires, pour évaluer les facteurs d'échec de la future stratégie de surveillance et d'identifier des facteurs de sensibilité au traitement et notamment aux traitements médicaux. Alors, on a parlé de l'imagerie et notamment de l'IRM comme une possibilité de réaliser un diagnostic. En réalité, le diagnostic se fait obligatoirement par la réalisation d'une biopsie, sauf dans le cas des polyadénomatoses et si on a vraiment une lésion qui est typique au niveau abdominal et qu'on n'a pas la possibilité de réaliser une biopsie. Mais cette biopsie donc, va permettre de faire certaines analyses, notamment recherche de mutations. On n'a pas trop parlé de la physiopathologie de ces tumeurs desmoïdes, mais pour comprendre un petit peu ce que je vais pouvoir vous exposer par la suite, il faut comprendre que cette tumeur desmoïde, elle est due en fait la plupart du temps, dans 90% des cas, lorsqu'elle est sporadique, à une mutation de l'exon 3 d'un gène CNNTB1. Et donc, ce gène-là produit la bêta-caténine. Cette bêta-caténine, c'est en fait une protéine de liaison entre les cellules. Et c'est une protéine qui permet ensuite de faire un rétrocontrôle, c'est une protéine de jonction, un rétrocontrôle sur la prolifération cellulaire, parce que cette bêta-caténine, lorsqu'elle va s'accumuler, elle est régulée de manière très fine, et lorsqu'elle va s'accumuler dans le cytoplasme, elle va avoir la possibilité de rentrer dans le noyau nucléaire, au niveau nucléaire, et stimuler des gènes de prolifération, de remodelage tissulaire et inflammatoire. Et cette bêta-caténine, en fait, elle est régulée, elle est phosphorylée par une petite protéine, qui est la protéine APC, et puis des cytokines également, qui vont permettre de l'éliminer et de réguler en fait, sa concentration au niveau cellulaire. Et au-delà de ça, la voie que vous verrez peut-être dans des articles, la voie WNT également qui est présente, qui permet, elle, de réguler APC et CK1. Il y a une thèse qui a été faite en 2011 à la recherche de facteurs cliniques, histologiques et moléculaires liés à la rechute et la sensibilité thérapeutique. En fait, cette thèse n'a pas permis de montrer une corrélation entre l'immunocytochimie, finalement c'était le marquage nucléaire de la bêta-caténine, et la réponse aux traitements médicaux. En revanche, elle soulevait un certain nombre d'espoirs dans tout ce qui était analyse mutationnelle, tout ce qui était séquençage des ADN tumoraux, que ce soit sur le gène, rien que sur le gène CNNTB1, vous avez en fait trois mutations qui, lorsqu'elles sont présentes dans les tumeurs, vous avez une mutation, par exemple, la S45, qui, lorsqu'elle est retrouvée au niveau des membres, essentiellement, est plutôt de mauvais pronostic. Et donc, il y a tout un travail à faire là-dessus, et également sur des boucles paracrines et les facteurs de croissance, pour mieux comprendre cette tumeur desmoïde et proposer d'autres traitements alternatifs. On avait montré que dans la chirurgie, sur une étude multicentrique, justement, cette mutation 45F sur ce gène-là eh bien, était en lien avec une récidive locale beaucoup plus à risque qu'une mutation T41A. Et de la même manière, au niveau de la chirurgie, là, la bêta-caténine, justement, on avait un marquage nucléaire qui était prédictif de la rechute en post-chirurgie. Donc, en fait, l'idée, ce serait de pouvoir prédire avant la phase de surveillance,
à partir de la biopsie, quels peuvent être les facteurs de mauvaise évolutivité ou d'agressivité. Et là, la radiologie a également un rôle à jouer avec tout ce qui est spectroscopie par elle-même. En fait, lorsqu'on fait de la spectroscopie, on a une caractérisation métabolique des tumeurs. Et c'était Bloom, ça c'était issu d'une thèse. On voit que ce pic de choline, c'est un constituant de la membrane cellulaire. Or, ce pic de choline, on en retrouve un dans la tumeur desmoïde. Et ce pic de choline, plus il est élevé, plus ça signifie que nous avons une réplication, une densité cellulaire et donc potentiellement une agressivité. Donc, ce serait éventuellement une piste, c'est encore à l'étude, pour déterminer si ce serait un facteur prédictif d'évolutivité sous traitement. L'autre chose, il y a tout un travail en radiologie aussi à faire, c'est sur l'IRM et la réponse thérapeutique au traitement médicamenteux. On a pu montrer dans certains articles que finalement, sous traitement médicamenteux, on a une diminution de la prise de contraste et puis une augmentation de ces éléments, de ces septa en fait, que l'on voit ici, qui apparaissent en hyposignal T2, avec ces traitements-là, avec une diminution parallèle de la part cellulaire et donc de la prise de contraste également de ces tumeurs. Donc, il y a un travail à faire dessus. Et finalement, les éléments du futur, c'est une prise en charge spécialisée dans des centres de référence. Il y a encore trop de patients qui sont traités sans passer par des RCP sarcomes, avec des biopsies chirurgicales qui sont faites ou des ablations d'emblée chirurgicales qui sont faites. Donc, c'est des centres spécialisés pour qu'il y ait une biopsie percutanée radioguidée, pour qu'il y ait une double lecture anapathe, parce qu'on a des recherches de mutations à faire, essentiellement CN, TB1 et puis APC. Le futur, c'est également donc, cette recherche de facteurs prédictifs d'évolutivité. Donc, ça, c'est la recherche fondamentale. C'est la recherche sur l'ADN tumoral, l'immunohistochimie, et puis la radiologie a peut-être son rôle à jouer là-dedans, et puis des facteurs de sensibilité au traitement médical. Donc là, ça peut être soit par l'IRM, la simple imagerie, mais également la recherche d'ADN circulant, de biomarqueurs. Et puis le futur, c'est vraisemblablement, là en 2021, la cryothérapie, avec cette étude CRYO-DESMO 2 qui nous donne beaucoup d'espoir sur la place de la cryothérapie dans le traitement des tumeurs desmoïdes. Je vous remercie. Merci Jean, merci Pierre-Alexis, merci à Roberto et à votre interne. Là, tous les topos étaient super. Donc, on est encore dans les temps. C'est le summum de la réunion. Là, c'est les questions à l'expert. Donc, Pierre-Alexis, on va te laisser en tête-à-tête avec le professeur Grangy. Et puis, nous avons à Marseille le professeur Gobert. Nous, on a la chance d'avoir notre expert local aussi qui fait de la cryoablation de tumeurs desmoïdes. Donc, il participera aussi à la discussion, mais je te laisse mener la discussion. Ok, merci beaucoup. Du coup, merci au professeur Grangy d'être avec nous ce soir. Du coup, j'ai 3 questions principales que les gens se posent. Donc, c'est déjà comment avez-vous l'idée de commencer la cryoablation pour les tumeurs desmoïdes? Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je ne voulais pas, mais on m'a forcé la main. Le premier cas que vous avez vu, c'est le cas de la jeune fille qui avait la tumeur dans le dos. Les oncologues m'ont demandé de savoir si on pouvait faire quelque chose, parce que ça a échappé à tous les traitements. Donc, je leur ai dit, je vais faire une cryo partielle. Je dis, je ne vais pas tout faire parce que c'est trop gros, c'est sous la peau. Elle avait tellement mal que je ne me souviens même plus de son visage la première fois que je l'ai vu. Donc, on a fait une cryo de 2/3 de la partie supérieure de la tumeur. Les résultats ont été, dans un premier temps, un œdème très important et une réaction abscopale, l'un des premiers cas de desmoïde qu'on a vu, avec fonte de la tumeur complètement, même si on ne l'avait pas congelée, et une partie de la deuxième tumeur. Voilà l'histoire, ça a commencé, c'était en 2007. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, est-ce que vous pouvez expliquer un peu, je pense que ça peut intéresser les gens ici, comment vous faites le recrutement des tumeurs desmoïdes qui sont traitées par cryoablation et comment vous vous y prenez pour l'hospitalisation des patients et le suivi? Merci Pierre-Alexis de tes questions où tu as la réponse toi.
En fait, le recrutement se fait. La première fois, c'était pas de bouche à oreille, comme je le dis, les oncologues qui nous envoyaient les cas désespérés. Et après, évidemment, on a commencé à faire les premières publications, les patients sont arrivés. Et surtout, on a contacté le SOS Desmoïdes. Je pense que ce qu'on oublie souvent, nous, radiologues interventionnels, vu qu'on n'est pas très connus par la grande population, c'est de contacter et se mettre en contact avec les patients. Nous avons eu la chance de traiter la présidente de la SOS Desmoïdes qui avait une affreuse tumeur opérée plusieurs fois, enlevé des côtes, enlevé la clavicule. Une fois qu'on avait fait avec des résultats surtout symptomatiques qui ont été très très bonnes, les choses ont été lancées, les patients ont commencé à nous connaître. Et déjà, le premier PHRC que nous avons obtenu en études prospectives non randomisées après 2 lignes de traitement médical qui avaient échoué, on fait que effectivement les patients ont afflué de partout et on a pu faire 5 centres qui font ça de manière systématique et maintenant toute la France qui fait ça. Ok, merci beaucoup. Et du coup, pour l'hospitalisation des patients, est-ce qu'ils sont hospitalisés dans le service de radiologie interventionnelle ou avec qui vous travaillez dans ce cas-là? Alors, le service de radiologie interventionnelle n'a pas toujours ses propres lits. On y est presque. On a quelques lits en ophtalmologie. Dès qu'il y a une épidémie, ou que ce soit la grippe ou une pandémie, on nous les prend. Mais globalement, tous nos malades sont hospitalisés actuellement en oncologie. La moyenne est quand même de 3 jours. Je dirais les tumeurs les plus importantes, c'est 3 jours. Et le patient que vous avez vu avec le muscle grand droit, avec la perforation colique, ben, lui, il est resté quand même plusieurs mois hospitalisé. La dernière nouvelle, c'est que pendant la période Covid, effectivement, on n'a pas rien faire. Là, il vient d'avoir sa continuité, il est à la maison, il n'a plus de fistule et il est guéri. Donc, prévoyez quand même dans les cas les plus difficiles plusieurs jours d'hospitalisation. Et enfin, on espère avec le cryodesmo 2 enfin avoir accès à des tumeurs beaucoup plus petites avant qu'il y ait eu 6 lignes ou la chirurgie ou la radiothérapie et qu'on puisse agir dès que la tumeur bouge après une période d'observation qui ne doit pas durer non plus 6 mois. Une tumeur qui progresse, le wait and see, c'est bien, mais dès que ça bouge, il faut agir et ne pas attendre que ça aille dans des phases incontrôlables. Et du coup, vous venez de répondre partiellement à ma troisième question. C'était, à votre avis, quelle est la place de la cryoablation dans le futur pour les tumeurs desmoïdes? Qu'est-ce qu'on peut en attendre dans les années à venir? Moi, j'espère ce qu'a dit Jean. Hein. Le jour où il y a un traitement médical qui va arriver, on va arrêter ça parce que c'est des traitements assez difficiles, très complexes et très coûteux. C'est mieux que la chirurgie, je ne veux pas le cacher. Hein. Sylvie Bonvalot, qui était l'une des plus grandes opératrices de ce tumeur desmoïde, a toujours dit il ne faut plus les opérer. Je pense que c'est vrai, il ne faut plus les opérer, sauf les syndromes occlusifs, les compressifs, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il ne faut pas les opérer. Je pense que la cryothérapie aujourd'hui semble une bonne technique après le wait and see ou après un échec de traitement médical chez les patients symptomatiques et évolutifs. On ne fait pas de l'esthétique. Je pense que ça a toujours sa place, mais j'espère un jour, on pourra, avec la modification de cette mutation bêta-caténine qui est focale, hein, il ne faut pas oublier, c'est une mutation focale, si on pouvait le modifier, d'en venir à bout. Merci beaucoup, prof, pour ces réponses. Du coup, Marseille, si vous avez aussi des questions à poser éventuellement. Jean-Yves, il est tout sage, assis. Non, mais moi, je suis ravi d'avoir pu vous écouter. Puis c'est grâce à l'impulsion que toi, Chine et ton équipe vous avez donnée que maintenant, ben, on peut traiter des patients et on le fait sur les mêmes bases que ce que vous avez décrit. Hein. Et c'est vrai que ben, on traite de grosses lésions. Donc, on a aussi mais j'avais téléphoné chez vous pour valider la démarche. On a aussi récemment pris la décision de traiter en 2 fois. Et globalement, ça se passe très bien. Et puis, il y a une patiente justement qu'on doit reprendre demain. Et sur l'IRM de contrôle qu'on a fait la semaine dernière, c'est une patiente qui est multifocale. Et il y a une des petites lésions à côté de l'énorme dont on a déjà traité 50% qui commence à diminuer, pas toute seule. Donc, je pense que c'est effectivement l'effet abscopal régional qui est particulièrement intéressant. Non, mais merci, c'est vraiment… Alors, pour les jeunes, je crois que c'est vraiment bien ce qui a été présenté parce que c'est aussi une pédagogie des ablations des parties molles en général hein, et avec les nécessités de techniques de protection hein, qui sont très importantes. C'est que quand on traite des grosses lésions, il faut qu'on essaye de ne pas laisser de grosses nécroses cutanées. Donc, tout ça, il faut être extrêmement soigneux. Et vous l'avez vraiment bien montré. Et je pense que vis-à-vis de tous nos jeunes collègues, c'est quelque chose de particulièrement important sur lequel il faut insister parce que la performance intrinsèque de l'ablation, elle est là, il n'y a pas de souci. Hein.
mais il faut faire attention. Mais les complications peuvent être là aussi, on les a montrées, je pense. Bien sûr. Les deux pires, vous avez vu les deux pires, hein, c'était la nécrose cutanée, surtout après l'embolisation. Ce qui se passe, c'est que la glace reste des heures. Quand on fait des gros glaçons, ce glaçon reste des heures en place. Donc, même si pendant le geste, on a pu protéger, par exemple, la fistule du grêle, c'est survenu après qu'on a laissé le patient monter parce que le gigot congelé, il est resté pendant 4-5 heures avec le grêle qui est revenu en contact avec directement en contact avec le glaçon. Donc là, je pense que le CO2 était bien pendant l'intervention, mais après, il y a eu ça. Je pense que ce patient-là, aujourd'hui, on a eu 2 ou 3 cas similaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on congèle, comme disait Jean-Yves, en 2 temps, on est plus pressé. Toute la partie antérieure, on laisse une petite demi-lune postérieure. Et une fois que la tumeur est ramollie, éventuellement, on fait la deuxième. Et souvent, on a la surprise d'avoir une nécrose complète. Et le patient asymptomatique. Comme c'est une tumeur desmoïde, si c'est asymptomatique qui reste le nodule, on ne fait pas de l'esthétique, on le laisse sur place, on observe. Ok, merci pour toutes ces précisions. Merci pour aussi d'avoir répondu présent. Je vois qu'à Strasbourg, on reste tard à l'hôpital aussi. Puis moi, je suis fan de vos tenues de bloc. Là, j'aime bien cette couleur. On a aussi des bleus, hein, mais… c'est les tenues de gala, alors. Non, mais les verts, c'est ce que nous donnons. Les élastiques sont un peu plus larges que celles de Marseille parce que les gens qui le mettent sont des fois un peu plus costauds. Donc, quand on les récupère, il faut faire des nœuds. Bon, on finit sur cette ton d'humour. Je voulais remercier aussi Roberto là, qui est au fond et qui nous aide pas mal avec le jury. Donc, merci beaucoup. Merci pour le dynamisme que vous avez à Strasbourg. Merci Pierre-Alexis d'avoir répondu présent. Avec plaisir. Donc, on va vous laisser. Là, on a dépassé un tout petit peu, mais je pense que c'était agréable. Alors, vous avez vu, au JFR, on a fait pas mal de promos. On n'a pas l'audimat qu'on voulait, mais c'est quand même sympa d'avoir pu échanger avec vous. On vous donne rendez-vous au mois prochain, donc le 29 novembre, avec l'équipe du professeur Kobeiter qui parlera des embolisations rénales. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de soirée. On va vous laisser avec un clip qui résume un peu la participation du jury au JFR. Et on vous dit à bientôt. Ouais, tu peux le lancer. Merci à tous. À bientôt. Merci. Ciao. Merci à tous, bonne soirée. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.